disons que oui, l'artisanat a une très 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 grande importance dans toute l'architecture du XXe siècle. Si on prend la première moitié du XXe siècle, on pense par exemple à Antoni Gaudí à Barcelone, et qu'on regarde un peu dans le détail et même dans l'ensemble des œuvres de Gaudí, elles sont indissociables de l'artisanat catalan de la première moitié du XXe siècle, qui lui-même est hérité du XIXe siècle, et en lui-même en droite ligne des constructeurs de cathédrales, d'une certaine façon. Et Gaudí est certainement peut-être un des derniers constructeurs de cathédrales qui va mettre en valeur et s'appuyer sur tout ce savoir-faire extraordinaire des artisans catalans, tailleurs de pierre, maîtres verriers, la céramique, le fer forgé, toute le coulage de la ferronnerie, le cuir, les vitraux, etc., etc. Ici d'ailleurs, si on prend, je tombe comme ça par hasard dans un vieux carnet de croquis, j'ai fait une coupe sur le siège du parc Güell, le parc Güell de Barcelone, un très célèbre parc. Et là, c'est une simple petite coupe transversale sur le banc sur lequel on s'assied. Et quand on commence à regarder ça, on se rend compte à quel point tout ça est extrêmement savant et en même temps lié à une très grande connaissance de l'artisanat, de la céramique, de l'art de la céramique catalane, peut-être aussi hérité de cet art des céramiques islamiques, puisque l'Espagne a été évidemment au Moyen-Âge une terre dans laquelle la tradition et la culture chrétienne et musulmane étaient connectées. On pourrait prendre un autre exemple un peu plus tard, qui est Carlos Carpa. Carlos Carpa, son œuvre est totalement liée à l'artisanat vénitien. Carlos Carpa est un architecte vénitien jusque dans la moelle des os, et son architecture et tout ce détail savant de Scarpa pratiquement existe à travers cette sorte de volonté de manifester et d'exalter en fait le savoir-faire des artisans vénitiens, à travers les maîtres verriers, à travers toujours bien sûr la serrurerie, métallerie, le travail de la pierre et du marbre, le béton qui est travaillé comme le marbre, avec cette même qualité évidemment, le bois avec les différentes essences de bois qui se mélangent avec l'acier, etc., les traitements du bois. Tout ça, chez Scarpa, est vraiment lié à l'artisanat. Carlos Scarpa avait l'habitude de travailler avec les mêmes entreprises sur ces différents chantiers. C'est-à-dire qu'il avait rassemblé autour de lui un certain nombre d'artisans et d'entreprises qui savaient faire le béton, par exemple le béton du cimetière de Drian Vega. Probablement très peu d'entreprises étaient capables de faire un béton comme ça. Et Scarpa va utiliser les mêmes artisans pour faire son magasin de Bologne ou pour faire le pavillon d'entrée, le pavillon du Venezuela à l'exposition à la Biennale de Venise. Alors on pourrait donc penser, notamment à travers Scarpa, que là dans ce cas-là, l'artisanat est une forme d'élitisme, c'est-à-dire effectivement, comme aujourd'hui, un sac à main de chez Hermès en cuir est fabriqué à tel endroit, je ne sais pas dans quelle ville de France ou d'Italie, et c'est de la maroquinerie, donc les artisans qui vont fabriquer ces sacs Hermès, tant qu'ils ne sont pas encore fabriqués en Chine ou au Bangladesh, il faut l'espérer, sont liés à un artisanat qui est une forme d'élitisme. Et on peut d'une certaine façon imaginer que l'œuvre de Scarpa est effectivement un travail élitiste dans le sens qu'il est très très proche de cette qualité absolument incomparable des palais vénitiens et de la ville de Venise en général. On sait que toute une histoire, de pan de la théorie de l'histoire de l'architecture a opposé finalement l'architecture comme une forme d'art, bien sûr, à l'artisanat comme une forme de savoir-faire qui se répète
de père en fils ou d'un artisan maître à son disciple qui va transmettre toute une série de savoir-faire, alors que l'architecture serait fondamentalement différente et justement ne serait pas par nature de l'artisanat, serait opposée à l'artisanat, parce qu'elle aurait une nature d'œuvre d'art, par définition, expérimentale et différente à chaque fois. Alors que l'artisan lui répéterait en fait des gestes qui lui auraient été transmis à travers des générations. Donc effectivement, la question artisanat-art a occupé énormément l'histoire de l'architecture, à travers bien sûr les travaux de William Morris en Angleterre, à travers les écrits de John Ruskin, etc. etc. Bon, là on retourne un peu en arrière, mais je pense que c'était intéressant de faire cette parenthèse historique et théorique. N'empêche que si l'architecture est différente par nature de l'artisanat, moi je pense que ça c'est vrai, parce qu'elle est toujours une expérimentation, l'artisanat, en tant que savoir-faire, en tant que mise en œuvre d'un certain nombre de matériaux, est indispensable pour que l'architecture existe et qu'elle se manifeste comme un fait réel et que nous puissions y vivre, que nous puissions y habiter, que nous puissions y déployer nos activités. Donc c'est au fond un peu comme le metteur en scène, le cinéma. Le metteur en scène va avoir besoin d'un certain nombre d'artisans qui vont l'aider à construire ce récit, cette histoire, ce récit qu'est l'architecture ou ce récit qu'est le cinéma. Et d'une certaine façon, moi je suis totalement d'accord avec notre collègue, notre ami Boris Boucher, quand il dit qu'il ne faut absolument pas opposer l'artisanat avec l'industrie. Et effectivement, aujourd'hui, c'est peut-être ça la question, c'est utiliser à bon escient des matériaux industriels, si possible produits le plus possible localement, comme les différents panneaux de bois ou les différents éléments préfabriqués en béton, et utiliser ces matériaux avec une forme d'artisanat, c'est-à-dire avec soin, avec amour, pour créer des espaces toujours différents, et faire en sorte que l'architecture reste quand même avec cette dimension artistique. Donc oui, l'artisanat est toujours, il me semble, un outil populaire pour l'architecture. Merci de votre attention et à bientôt.